Bonjour et bienvenue dans A Tout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Le don d'organes, parlez-en à vos proches. Nous sommes tous concernés. C'est le thème de l'émission d'A Tout Santé aujourd'hui. En France, nous sommes tous considérés comme des donneurs potentiels. C'est le principe de consentement présumé. En France, en 2018, plus de 5800 personnes ont été sauvées grâce à une greffe. Pour parler de la greffe, nous accueillons sur le plateau d'A Tout Santé nos invités, le docteur Julien Charpentier, coordinateur de prélèvement d'organes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de Sébastien Busquet, patient greffé, président de l'association Cœur Assistance. Bonjour. Bonjour. Noémie Boule-Piquante, vous êtes infirmière coordinatrice de prélèvement d'organes. Bonjour. Bonjour. Et Marie-Laure Lebègue, vous êtes proche d'un donneur et vous êtes donneuse d'organes vivants. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors nous allons, sans plus attendre, vous poser une question, docteur Charpentier. Qu'est-ce qu'une greffe ? Le principe de la greffe, c'est de remplacer un organe défaillant qui met la plupart du temps la vie du patient qui est malade en danger. La greffe est dans pas mal de maladies le seul traitement qu'on peut proposer, dans le cas de notre témoin, la greffe cardiaque par exemple. L'idée est de prendre le cœur chez quelqu'un qui est décédé. En France, vous l'avez dit, 5800 greffes. Donc on a prélevé 5800 organes à partir de gens en état de mort encéphalique le plus souvent et sont greffés. Quelles sont les différentes greffes possibles ? Alors on greffe surtout des organes, on peut greffer aussi des tissus, mais si on parle spécifiquement de la greffe d'organes, la greffe la plus fréquente en France, c'est la greffe de rein, puisque d'abord les donneurs ont souvent 2 reins. Et donc la greffe la plus fréquemment réalisée est la greffe de rein, mais on greffe aussi le cœur, les poumons, le foie, on peut greffer du pancréas, du tube digestif et aussi des vaisseaux, mais ça c'est un peu plus anecdotique. Merci docteur. Alors avant d'aller plus loin sur le sujet, nous allons à la rencontre de Marie-Laure, dont le mari a été donneur d'organes. Un reportage présenté par Laurent Henry et Lisa Martins. La coordination des prélèvements d'organes s'occupe d'identifier des donneurs et de mettre en place tout le processus qui va permettre d'aboutir à la greffe. La loi qu'il y avait en France parle du consentement présumé. Le principe est que toute personne est considérée comme donneuse potentielle. Ce que nous oblige la loi en France, c'est de discuter avec les proches pour rechercher la non-opposition du défunt. On peut tout à fait décider d'être donneur d'organes et de vouloir sauver des vies après son décès en donnant ses organes et aussi être donneur du corps à la science. Un élément extrêmement important pour l'acceptation de ce prélèvement d'organes, c'est le fait que quand le corps il est rendu à la famille, par le biais de la chambre mortuaire, à l'extérieur, on ne voit pas qu'un prélèvement d'organes a été fait, qu'il y a une restauration tégumentaire la plus parfaite possible pour que le corps soit rendu le plus digne possible à la famille. J'ai depuis longtemps été, je dirais, confrontée au don d'organes. Ça avait commencé quand j'étais un peu plus jeune avec mon oncle qui avait eu besoin d'une greffe de rein. Malheureusement, quand mon mari a eu un accident vasculaire cérébral, avec mes enfants, ça a été une évidence tout de suite. Qu'il fallait qu'on fasse le don d'organes pour que la mort soit moins absurde et qu'elle puisse permettre de sauver d'autres personnes. Le consentement présumé, c'est vraiment d'avoir parlé avant et toujours se dire, au moins s'il m'arrive quelque chose, la famille pourra respecter ma décision au lieu d'avoir le chagrin et en plus la décision à prendre. Alors le message positif que je pourrais donner aux auditeurs, c'est de se dire que n'importe qui peut avoir besoin d'une greffe dans sa vie, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, même si on ne le souhaite à personne. Moi, si un jour je venais à décéder, est-ce que je pourrais pas aussi faire cette démarche ? Pour la stèle, c'est quelque chose dont on n'avait pas pensé avec mes enfants. Et oui, souhaiter quelque chose en l'honneur des donneurs et puis des familles des donneurs. On a eu à cœur avec mes enfants de trouver une phrase, de trouver quelque chose de marquant qui serait très positif. C'est vraiment un plaisir de l'avoir sous cet arbre en l'honneur des donneurs et des familles. De retour sur le plateau d'A Tout Santé, Marie-Laure, donc on a vu le sujet qui vient de passer. Est-ce que la décision est difficile quand on doit donner des organes de son mari qui a eu cet accident vasculaire cérébral ? Alors dans notre cas, non. Ça n'a pas été difficile dans la mesure où on a, avec mes enfants, respecté la volonté de mon mari. Vous en aviez parlé avant ? Oh là là, on avait parlé depuis des années. Mon fils ayant été greffé petit, c'était quelque chose qu'on abordait régulièrement en famille, avec les amis. Tout le monde s'était positionné pour ou contre. Et c'était une évidence que si un jour, malheureusement, il arrivait quelque chose, on serait donneur. C'était sûr. Pour vous, c'était une évidence ? Ah oui, c'était une évidence. Alors, docteur Charpentier, qu'est-ce qu'elle dit la loi en France ? La loi parle du consentement présumé. On est tous considérés comme favorables au don. C'est le consentement présumé. Après, il y a en France un registre national des refus sur lequel les gens peuvent s'inscrire s'ils sont opposés au don.
Le plus important, c'est d'en parler à ses proches, puisque quand une démarche se produit, on va discuter avec l'entourage. Qui, comment et dans quelles conditions peut-on donner? Alors, on peut donner, il n'y a pas énormément de contre-indications absolues. En France, pour être donneur, la majorité des donneurs sont des sujets en état de mort encéphalique, des gens qui meurent dans un service de réanimation dans les suites d'un accident cérébral, que ce soit un accident vasculaire cérébral ou un accident de la route. Et on peut donner aussi de son vivant? Bien sûr. Pour certains organes, on peut donner le rein. 10% des greffes de rein en France sont faits à partir de donneurs vivants. On peut donner aussi un lobe hépatique. Alors, est-ce que parfois vous rencontrez des difficultés pour le don? Pour autant, il y a le pressentement, le consentement présumé. Est-ce que vous rencontrez parfois des difficultés? La plus grosse difficulté à laquelle on est confronté, c'est le fait que les gens n'ont pas parlé de leur vivant. Et quand on s'approche de ces familles endeuillées pour leur parler du don d'organes, ils imaginent bien que c'est pour sauver des vies, mais ils se retrouvent devant l'inconnu de qu'est-ce que... C'est une impasse, quoi, pour Exactement. eux. Donc il faut vraiment en parler à ses proches. Donc parler, bien sûr, à ses proches, mais comment vous arrivez parfois à les convaincre dans ce moment? Quels sont les arguments que vous déployez? Les gens savent très bien pourquoi sont faits les prélèvements d'organes et donc les greffes, pour sauver des vies. C'est quoi la situation en France justement sur le don? Le taux d'opposition est de 30%. Les chiffres en France sont assez bons. On est à peu près 5e, 6e mondial. On a un système de santé qui marche très très bien. Mais le taux d'opposition est encore trop élevé malgré les efforts de communication et les efforts des coordinations hospitalières pour accompagner les proches pour essayer de respecter la volonté du défunt. Et on parle de pénurie de dons d'organes en France, est-ce que c'est vrai? Il y a chaque année à peu près 300 personnes qui meurent faute d'avoir un organe, sans compter tous ceux qui sont en attente de greffe. Il y a à peu près 20 000 personnes en attente de greffe, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on greffe à peu près 6 000 personnes par an. Noémie Boulpiquante, vous êtes infirmière coordinatrice. Comment vous abordez, vous, les familles quand il s'agit de prendre la décision pour donner les organes? Alors justement, donc nous, on n'est jamais seul, on est toujours avec l'équipe médicale et paramédicale. Et une fois que l'annonce de la mort cérébrale est faite, on recherche le témoignage du patient, du défunt, ce qu'il aurait pu exprimer. C'est surtout ça qu'on recherche et non l'autorisation des proches. D'accord. Et est-ce que c'est facile? Parce que j'imagine que c'est une situation délicate pour la famille. Est-ce qu'ils osent en parler? Alors, effectivement, c'est toujours une situation assez délicate. Il faut avoir, je dirais, les mots, accompagner justement ses proches, c'est très important. Et justement, c'est très important d'en parler. En fait. Exactement. D'en parler avant, voilà, le fait d'avoir en parlé. Oui. La vraie solution, c'est vous qui l'avez, en fait. Oui. C'est en parler avant, que ça soit ancré dans la famille, que ça devienne une évidence, c'est ce que vous disiez. Ah, oui. Oui. Et est-ce que vous rencontrez beaucoup de situations où c'est une évidence? Moins, pas trop. Pas trop, non. C'est vrai que pour la plupart, on recherche le témoignage du patient. Et ça, c'est plus le cas de figure qui se présente. D'accord, donc c'est important d'en parler autour de vous pour que dans vos familles, vous portiez ce message qu'il faut que quand il arrive quelque chose, vous en ayez parlé de votre volonté de donner des organes. Je crois que c'est important de passer ce message au grand public. Alors Sébastien, vous avez une association qui s'appelle Cœur Assistance. Oui, c'est ça. Quel est l'objectif de cette association? En fait, c'est une association qui permet d'aider les patients qui sont en attente, certains en attente de transplantation et d'autres pas, qui ne peuvent pas être transplantés, qui portent en fait des assistances cardiaques pour justement aider le corps à survivre malgré l'insuffisance cardiaque. Donc voilà, c'est une assistance avec un contrôleur et deux batteries qui se trouvent là qui permet d'aider à circuler le sang en fait. Comment vous intervenez auprès des patients? Comment vous les identifiez? Comment on vient vers vous? En fait, on a un lien avec l'équipe médicale et souvent c'est eux qui nous permettent de prendre contact avec les patients qui en ont vraiment besoin pour justement accepter ces dispositifs-là. Et aussi on a un groupe sur les réseaux sociaux qui permet aussi de nous retrouver assez facilement, quoi. Voilà. Comment vous les aidez au quotidien? En les accompagnements, aussi bien d'aller les voir physiquement dans les chambres quand ils sont en réa juste après la pause de cette assistance-là. Et du coup, ça part de l'avant-implantation de ce dispositif, après cette implantation. Et on sait très bien que jusqu'à la transplantation, ces personnes se posent des questions, ont besoin d'être assurées. Donc on est là présent avec eux, quoi. Et vous, comment vous agissez pour inciter les gens à donner des organes? Par rapport à des journées comme la journée nationale pour le don d'organes, où on essaie de sensibiliser les gens sont dans des endroits publics justement pour essayer de les rencontrer, savoir s'ils en ont déjà parlé, s'ils sont déjà positionnés, et puis les inciter pour leur faire comprendre que ça sauve vraiment des vies et j'en suis la preuve vivante, quoi, du coup, voilà.
Docteur Charpentier, est-ce qu'il existe toujours des cartes de donneurs? Oui, la carte de donneur, elle existe, elle est distribuée gratuitement par l'Agence de biomédecine, elle peut être relayée aussi par certaines associations et des ADOT. Il faut savoir que cette carte n'a aucune valeur légale, elle n'est inscrite dans aucun fichier, c'est juste la personne qui l'a remplie, le témoignage qu'elle a fait de son vivant d'en parler. Ce qui l'incite à parler en fait. Voilà, qui l'incite à parler. Le plus important, encore une fois, c'est d'avoir partagé cette décision avec ses proches. Quelles sont les personnes impliquées dans le don d'organes? Alors il y a avant tout, pour le don après mort encéphalique, c'est les équipes de réanimation qui prennent en charge ces gens qui vont être des donneurs potentiels. Et donc les équipes de réanimation doivent identifier les donneurs. Très vite, une fois que le donneur est identifié, la coordination hospitalière intervient et elle travaille en lien avec l'Agence de la biomédecine pour attribuer le bon organe à la bonne équipe et au bon receveur. Bon moment. Marie-Laure, un petit message peut-être pour nos téléspectateurs qui nous écoutent? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on est en bonne santé. Demain, il peut nous arriver un souci. Donc, on peut être tous un jour receveurs. Et ne pas oublier que cette belle chaîne de solidarité est là. D'un côté, il y a la greffe, le côté positif, la vie. Et de l'autre côté, il y a le don d'organes. Le côté négatif, c'est la mort. Mais s'il n'y a pas de don, il n'y a pas de greffe. Donc, oui, se positionner. Voilà, il n'y a pas de vie. Donc, se positionner pour ne pas laisser surtout les vivants, ceux qui restent avec le chagrin et la décision à prendre. Donner, c'est redonner de la vie. C'est ça. La vie continue. Merci à vous. Alors, dans À tout santé, nous parlerons dans quelques instants des patients qui ont reçu un organe. Et nous allons découvrir l'histoire de Sébastien, dont la vie a changé grâce au don. Un reportage présenté par Laurent Henry et Lisa Martins. Depuis 2010, en fait, j'ai appris mon insuffisance cardiaque. Ce qui a engendré en fait beaucoup de changements dans ma vie, aussi bien du côté professionnel, santé, personnel. Mon état s'est dégradé progressivement jusqu'au moment en fait où on a commencé à me parler de transplantation cardiaque. En 2015, mon état était vraiment trop critique, ce qui a engendré en fait une inscription en super urgence. L'année dernière, j'ai eu en fait ce fameux appel qui a changé ma vie du coup. Avant la greffe, j'étais énormément essoufflé pour tout effort en fait, même dans la vie du quotidien. En fait, se changer, s'habiller, se promener, des fois rien que de monter des marches, tout ça, ça demandait beaucoup d'efforts. La vie au quotidien en fait était vraiment compliquée. J'ai perdu mon travail suite en fait à mon insuffisance cardiaque. Aujourd'hui, je suis en pleine forme, je me sens bien, je revis, j'ai de nouveaux projets personnels, professionnels. En tant que transplanté, je ressens en fait le besoin vis-à-vis de cette chance que j'ai eue de parler justement de la transplantation. Il faut savoir que ça peut arriver à tout le monde et quand on se retrouve en fait à ma place, on est vraiment heureux du coup de savoir qu'il y a une personne qui a su se positionner. Certes, d'un côté, il y a la perte d'un proche, ça permet de revivre certaines personnes et il n'y a rien de plus beau que de reprofiter justement de la vie, de retrouver sa vie. Depuis que j'ai été transplanté, j'ai vraiment l'impression de revivre sur tous les points. Chaque petit moment en fait, de la vie sont simples et sont d'autant plus beaux en fait. Je suis content que ça me soit arrivé parce que la vie elle est belle en fait. Sur le plateau d'A tout santé, nous parlons du don d'organes en présence du docteur Charpentier, coordinateur de prélèvement, Sébastien Busquet qui est un greffé, Noémie Boulpicante, infirmière coordinatrice, et Marie-Laure Lebec qui a été donneuse et proche d'un donneur. Docteur Charpentier, quelles sont les pathologies, les maladies qui demandent une greffe? Alors dans les greffes de rein, il y a toutes les maladies qui donnent des insuffisances rénales. L'insuffisance rénale chronique, la non-gestion de l'hypertension, le diabète, ça peut aboutir à une insuffisance rénale qui nécessite une greffe. Pour la greffe de cœur, il y a des maladies, l'insuffisance cardiaque, des choses comme ça qui évoluant nécessitent une greffe. Et puis dans les maladies pulmonaires, la mucoviscidose qui est assez connue, les fibroses pulmonaires, les BPCO, donc il y a pas mal de maladies. Puis au niveau du foie, les hépatites ou les cirrhoses qui peuvent conduire à la greffe. À quel moment on décide de greffer en fait quand on a ce type de pathologie? La greffe est donc un moyen de sauver quelqu'un qui a un de ses organes qui est défaillant. En fait. Ouais, quand il n'y a plus d'autres traitements, la greffe reste le dernier traitement dans certaines situations. Est-ce que tout le monde peut être greffé? Quasiment. Il faut quand même que la maladie de fond soit contrôlée et que l'espérance de vie de la personne qui va être greffée soit bien et que la personne soit en bon état pour subir la transplantation. Les conditions pour être greffé? Ça dépend des pathologies. Il faut surtout que le receveur du greffon puisse survivre à la greffe parce que la greffe, c'est quand même une autre maladie. Ils prennent des traitements anti-rejet. C'est assez compliqué le post-opératoire. Donc il faut que les gens soient quand même dans un état qui permette de supporter la greffe. Ouais. Merci. Dans le reportage, vous indiquez avoir eu une insuffisance cardiaque. À quel moment est-ce que d'abord c'est cette insuffisance cardiaque qui a conditionné qu'on vous greffe? Et à quel moment vous avez
réalisé cette insuffisance cardiaque? En fait, en 2010, c'est là que j'ai appris mon insuffisance cardiaque, donc à l'âge de 25 ans. C'est là que toute ma vie a été chamboulée par rapport à ce diagnostic-là. Ouais. Et comment vous en êtes aperçu? Parce que du coup, j'étais de plus en plus essoufflé et du coup, même en position allongée, du coup, au moment de s'endormir, j'avais un œdème pulmonaire qui m'empêchait de respirer. Et plus ça va, plus c'était compliqué jusqu'au moment où je suis allé aux urgences et c'est là qu'ils ont diagnostiqué ça. Et comment vous avez vécu ce diagnostic? Faut accepter, du coup, le fait on a l'impression d'être en bonne santé, et puis du jour au lendemain, on perd notre travail, on perd la santé, on perd tout, et il faut le temps d'accepter, parce qu'au départ, on est dans le déni complet, quoi. Bien sûr. Et comment on vit cette attente de la greffe? Cette attente, elle est super compliquée, parce que on se prépare, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Et puis voilà, on sait très bien que c'est une opération qui a un risque qui est super élevé, donc même si c'est de plus en plus contrôlé, et voilà, j'avais confiance en l'équipe qui me suivait, voilà, on sait que voilà, ça peut être une opération risquée. Combien de temps vous avez attendu? J'ai attendu 4 ans. 4 ans. 4 ans d'attente. Et 3 ans avec l'assistance. Et l'appareil qui est devant vous a été utile pendant ce temps d'attente? Oui, voilà, cet appareil-là. À quoi il a servi? En fait, cet appareil-là, du coup, je l'ai porté pendant 3 ans en attente de transplantation, et en fait, il permettait de permettre à tout mon corps, de faire circuler mon sang dû à mon insuffisance cardiaque. J'avais une turbine qui était prise sur mon ventricule gauche, un câble qui ressortait au niveau de l'abdomen, pris sur le contrôleur qui était là, et tout ça était alimenté en énergie par les batteries qui étaient là. Voilà. Marie-Laure, vous avez donné un rein à votre fils. Comment ça s'est passé? Dans quelles circonstances? Il avait déjà une pathologie qui le menait à être soigné? Il avait été greffé petit. Il avait eu une maladie auto-immune très petit. Et puis, il avait été greffé à l'âge de 5 ans. Au bout de 6 semaines de dialyse, qui lui avait permis après de grandir à peu près normalement. Et malheureusement, en 2014, sa santé s'est de nouveau dégradée, insuffisance rénale de nouveau. Et on a dû lui enlever son greffon. Et puis, du coup, il était de nouveau en dialyse. Donc, on s'est tout de suite, moi, je me suis positionnée tout de suite pour lui donner. Et même mon mari, parce que ça s'est passé quelques mois avant son décès. On était tous les deux prêts à donner. Il a fallu attendre parce que mon fils était tellement anémié qu'il était impossible de toute façon de le greffer. Et puis après, il y a eu le décès de mon mari, c'était très compliqué pour mon fils. Il a mis très longtemps à accepter. N'ayant plus de papa, il ne voulait pas prendre de risques. Et puis finalement, au bout d'1 an de dialyse, il n'en pouvait plus. C'est très long aussi pour la deuxième. Et là, il a accepté que je lui donne un de mes reins. Mais c'était une évidence pour moi. Et aujourd'hui, tout va bien? Il est en pleine forme. Donc c'était un choix exceptionnel. Ouais. Docteur Charpentier, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le trajet d'un greffon? Comment ça se passe? Le greffon est identifié par l'équipe de coordination dans le service de réanimation, où le diagnostic de la mort encéphalique qui permet le don a été fait. L'organe et l'ensemble de l'état du donneur est évalué pour voir qu'il n'y a pas de maladie transmissible. Toutes ces données sont transmises à l'agence de biomédecine. L'agence de biomédecine, c'est l'agence d'État qui gère la liste d'attente. Et c'est l'agence de biomédecine qui va attribuer l'organe, ou les organes s'il y en a plusieurs, au receveur qui mérite, c'est pas vrai, qui a une priorité en fonction d'un score. En France, on a décidé de prioriser les enfants, et puis après, en fonction de l'état du receveur, les receveurs les plus malades vont avoir priorité sur les moins malades. Ça prend aussi en compte le délai d'attente et l'éloignement par rapport au site où va être effectué le prélèvement d'organes. Et Madame Boulpicante, vous qui êtes infirmière coordinatrice, quel est le rôle du métier d'infirmier dans ce processus de greffe? Donc nous, c'est vraiment, on est présent depuis l'identification d'un donneur potentiel, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Charpentier, jusqu'au bloc opératoire. Donc pendant tout ce temps, il y a des étapes, je dirais, à faire, à valider avec l'agence de biomédecine. Donc nous, on coordonne un petit peu tout ça et on s'assure que tout se passe bien, que la démarche, le processus avance comme il faut. D'accord. Et vous intervenez dans le processus de diagnostic aussi? Alors on est présent aussi, oui, pour le processus de diagnostic. Donc le médecin identifie un donneur potentiel et il nous appelle à ce moment-là. Donc nous, on fait ensemble le diagnostic et c'est comme ça que démarre une démarche. Le process. Oui. Et le temps de vie d'un greffon, c'est quoi? Ceux qui vivent le moins longtemps, qui survivent, entre guillemets, puisque l'organe est en fonction, il fonctionne encore, c'est le cœur et les poumons, c'est 6 heures. 6 heures. Entre 4 à 6 heures, donc il faut les greffer très vite. 6 heures pour greffer. Absolument. Et parfois c'est à l'autre bout de la France. Parfois c'est à l'autre bout de la France. Pour le rein, c'est plus long, ça peut être une vingtaine d'heures. Et pour le foie, c'est une dizaine d'heures. Sébastien, aujourd'hui, le rétablissement, comment vous sentez?
Aujourd'hui, j'ai l'impression de revivre. Enfin, surtout, j'ai des projets qui reviennent. Physiquement, je vais beaucoup mieux. Enfin, il n'y a pas photo. J'ai plus cette assistance-là. Voilà, c'est une nouvelle vie qui s'offre à moi et une reprise en fait, de ma vie où je m'étais arrêté avant le diagnostic. En fait. Donc voilà, 9 ans du coup. Est-ce que vous faites des activités particulières? Est-ce que vous avez un régime particulier? Est-ce que vous avez repris du sport? Alors au niveau du régime, il faut que je fasse attention au niveau des aliments. Il y a pas trop gras, pas trop sucré. Il y a toute une hygiène aussi au niveau alcool, tout ça, être raisonnable. Et puis après au niveau de l'activité, dans tous les cadres de l'association, tout ça, je suis tout le temps un petit peu à droite, à gauche. J'ai du mal à rester en place. Voilà. Vous êtes à fond. Question des téléspectateurs, est-ce qu'on a du mal à recevoir un organe de quelqu'un d'autre? Psychologiquement, accepte, je pense que du coup chaque receveur en fait le perçoit différemment. Je sais qu'il a fallu un petit moment en fait que je puisse dire en fait c'est mon cœur en fait. Au départ j'arrivais pas et il a fallu en fait un déclic, une échographie avec mon nom de mon nouveau cœur pour que je puisse en fait dire oui maintenant c'est mon cœur en fait. Avec cette pensée tout le temps pour ce donneur en fait. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, vous en tant que patient, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour leur donner un peu d'espoir, un peu de motivation aussi pour ceux qui hésiteraient encore à donner? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Alors l'attente, elle peut être super compliquée, super longue. Après, on a du mal à s'y préparer, de se dire, ça va arriver tel jour, je ferai ça, ou telle chose. Mais clairement, du coup, ça arrive à un moment en fait, où émotionnellement, on s'écharge en émotions. Mais par la suite, c'est des épreuves qui ne sont pas forcément simples, mais il faut toujours s'y croire et s'accrocher. Et franchement, ça en vaut la peine. Une fois que tout s'est passé, l'opération, la rééducation, tout ça s'est passé, après c'est que du bonheur et on revit. C'est du bonheur. Docteur Charpentier, un petit mot aussi pour les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire par rapport au corps médical? Je crois qu'on a un système de santé extraordinaire qui permet de sauver des vies. La greffe d'organes sauve des vies grâce à la compétence d'une chaîne avec en premier les donneurs, les familles de donneurs, les équipes de réanimation, les équipes de coordination, l'agence de la biomédecine, et puis toutes les équipes qui prennent en charge les greffés, les chirurgiens qui font aussi un travail formidable, les équipes d'anesthésie et réanimation, et puis les receveurs. Et voilà, Sébastien est la meilleure publicité pour le don. Que du bonheur, c'est que du bonheur autour de ce plateau. Merci à vous tous. Alors on va passer maintenant à la chronique qui est présentée par Thomas Josse, qui va aborder la question du don de sang. En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent 10 000 dons du sang par jour. Et ce chiffre a tendance à augmenter. En effet, jusqu'en 2013, sous l'effet combiné de l'allongement de l'espérance de vie et des progrès de la médecine, la consommation de produits sanguins a enregistré une croissance de 1 à 3% par an. Le don du sang permet de soigner plus d'1 million de malades chaque année en France. Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont utilisés dans 2 grands cas de figure. Les situations d'urgence, hémorragie lors d'un accouchement, d'un accident, d'une opération chirurgicale, et les besoins chroniques, maladies du sang et cancer. Les produits sanguins sont également employés pour fabriquer des médicaments, immunoglobulines, facteurs de coagulation, entre autres. Aujourd'hui, plus de 200 maladies sont ainsi traitées avec des substances produites à partir du plasma. Et les patients bénéficiant de ces traitements représentent à eux seuls la moitié des malades soignés en France grâce au don de sang. Pour qu'une transfusion sanguine réussisse, il faut respecter les compatibilités de groupes sanguins entre donneurs et receveurs afin d'éviter des réactions potentiellement fatales. Dans le système ABO, le sang de type O est considéré comme donneur universel car il est dépourvu d'antigènes A et B. Il ne sera pas rejeté par le receveur. À quelle fréquence je peux donner? Un homme ne peut pas donner son sang plus de 6 fois par an, 4 fois pour une femme, et un délai de 8 semaines doit être respecté entre 2 dons. Combien de temps est conservé mon sang? La durée de vie des produits sanguins est limitée, 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. C'est pourquoi il faut reconstituer les stocks régulièrement. N'oubliez pas les contre-indications liées aux pratiques sexuelles. Ne donnez pas votre sang si vous avez eu des relations sexuelles avec des partenaires différents au cours des 4 derniers mois. Toute l'année, la liste des sites de l'EFS, leur horaire d'ouverture, ainsi que la liste des collectes organisées sur l'ensemble du territoire sont consultables sur le site de l'EFS. N'hésitez pas à donner votre sang.
Alors oui, donnez tous votre sang. Merci Thomas. C'est la fin d'Atout Santé. Nous remercions tous les intervenants, bien sûr les téléspectateurs qui sont toujours de plus en plus nombreux. Vous pouvez visionner nos émissions sur la chaîne YouTube Atout Santé. Nous vous adressez vos commentaires, vos questions sur Twitter et Facebook Atout Santé. Merci de votre attention. Rendez-vous dans un prochain numéro d'Atout Santé. D'ici là, soyez acteurs de votre santé.